Monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs les hauts fonctionnaires de la Commission, monsieur le directeur, chers collègues, chers amis, je suis très heureux, c'est un plaisir pour moi de venir chaque année à l'Académie des sciences de Belgique parce que ça me donne l'occasion, tout au long de l'année, de me focaliser sur certaines problématiques que je ne suis pas nécessairement dans le cadre de ma profession. Donc je prends toujours une petite précaution, je m'exprime évidemment à titre personnel. Vous savez qu'il n'y a que le commissaire ou son porte-parole qui peut s'exprimer au nom de la Commission. Et donc, surtout sur un sujet aussi sensible que les relations entre l'homme et la technologie, je ne pouvais pas m'empêcher de vous le dire. Alors, d'abord le titre, l'enchevêtrement entre l'homme et la technologie. J'ai beaucoup hésité sur ce titre, l'enchevêtrement. L'enchevêtrement, pour ceux qui aiment les travaux manuels, qui aiment la toiture, la menuiserie, vous voyez que le chevêtre est ce qui permet de mettre une fenêtre dans votre toiture. Alors, peut-être certains d'entre vous le savaient, d'autres pas, et vous verrez que c'est aussi cette idée d'ouverture vers le ciel, d'ouverture vers le haut, que je voulais souligner. Évidemment, ça relie aussi la question de mens et manus, qui, tous les Romains parlaient de mens et manus, et si aujourd'hui vous googlisez ces termes, vous tombez uniquement sur le MIT. Le Massachusetts Institute of Technology, qui insiste sur cette idée de concept, d'esprit d'intellectio, intellectio et manus. Et donc aujourd'hui, vous ne retrouvez rien des Romains, mais vous trouvez le MIT à Boston qui parle de cela. Donc l'enchevêtrement a aussi cette connotation de compliqué, de confus, mais aussi d'entrelacé, d'imbriqué, de mêler, d'enclaver. Aujourd'hui, l'homme et la technologie, nous en sommes tous conscients aujourd'hui. Nous sommes avec des smartphones dans nos poches, avec des tablettes dans nos valises, avec des caméras, avec de l'éclairage. Donc imaginez un seul instant le monde sans technologie. Techné, en grec, au départ, c'était, lorsqu'Homère parlait de techné, il pensait à l'art, il pensait à l'artisanat. Donc il y avait un côté manuel dans le techné. Et puis Platon trouvait que c'était presque impur. Donc Platon, je dirais, parlait de la techné en sens plus négatif. Aujourd'hui, on pense, lorsqu'on parle de technologie, on pense à des gadgets électroniques, on pense à des logiciels, on pense à toute une série d'objets que nous avons. Et moi, j'avais toujours tendance à penser, est-ce que les vers de poésie en alexandrin, en 12 pieds par exemple, est-ce que c'est de la technologie? Est-ce qu'une fugue de Mozart, est-ce que c'est de la technologie? Et donc, on se rend compte qu'aujourd'hui, le monde est de plus en plus partagé entre technophiles et technophobes, des gens qui apprécient énormément la technologie, qui sont prêts à tout, qui font les files devant des magasins de grandes sociétés informatiques avec le logo de la pomme, par exemple, dorment parfois à l'extérieur pour avoir le dernier objet. Et puis, de l'autre côté, vous avez les gens qui ont peur. La technologie fait peur. Est-ce qu'on pourra la maîtriser? Est-ce qu'elle ne nous dépassera pas? Et cela est d'autant plus vrai lorsqu'on discute des grands concepts d'innovation et de précaution. Je travaille dans une direction générale qui s'appelle la Direction générale de la recherche et de l'innovation, et j'ai d'autres collègues dans d'autres départements, je pense à l'environnement par exemple, qui ont toujours le mot précaution en bouche. Et donc entre l'innovation et la précaution, c'est vraiment de tout cela que je voudrais vous parler aujourd'hui durant une cinquantaine de minutes. Permettez-moi d'abord de souligner trois grands défis, je dirais ce que je qualifierais trois mauvaises nouvelles et trois bonnes nouvelles. Les journalistes de la BBC vous diront toujours « A good news is not a news ». Moi, je pense qu'il faut quand même essayer de donner aussi quelques bonnes nouvelles. Commençons quand même par trois nouvelles en tout cas inquiétantes. D'abord, la financiarisation du monde. Si vous prenez, ces chiffres ont été préparés par une grande société, McKinsey, qui montrent que de plus en plus, on voit que la part des actifs financiers sont grosso modo l'équivalent de 3 fois le PIB mondial. Donc on a une financiarisation de l'économie extrêmement forte. Donc il y a une sorte de détachement de l'économie financière de l'économie réelle. Autre point, c'est les émissions de CO2. Vous savez qu'en 2015, nous aurons la grande conférence de Paris. Et là aussi, on voit que les émissions de CO2 ont été multipliées par 3 en 50 ans. Évidemment, c'est surtout l'Asie, où ces émissions ont plus augmenté entre 1965 et 2012. Mais vous voyez donc que la situation des émissions de CO2, du changement climatique, est aussi très problématique. Dernière
mauvaise nouvelle, si vous voulez, je pense qu'on ne le dit pas assez, ce sont les personnes, on les appelle les NEETs en anglais, on utilise beaucoup d'acronymes à Bruxelles. Le NEETs, c'est Not in Employment, Education or Training. Donc vous avez aujourd'hui une population équivalente à celle pratiquement des Pays-Bas, 14 millions de personnes, de jeunes, entre 15 et 20 ans, qui n'ont pas de travail, qui ne sont pas dans un système d'éducation et qui ne sont pas non plus en formation. Donc ces 14 millions de NEETs, je pense, sont extrêmement dommageables. Vous avez un économiste français, Thomas Piketty, qui est venu à Bruxelles il y a quelques semaines aux Beaux-Arts, qui écrit un livre qui s'est vendu pratiquement 1 million d'exemplaires. Donc c'est rare pour un livre d'économie, c'est rare pour un livre académique, Le Capital au XXIe siècle, où il montre que les inégalités augmentent parce que la rentabilité du capital croît plus vite que le taux de croissance. Et donc il a fait ce livre dans lequel il montre que les inégalités entre plus pauvres et plus riches a tendance à s'accentuer. Et donc parmi les solutions qu'il propose, il propose une taxation du capital, évidemment taxation du capital qui ne doit pas être limitée à une région, à un pays, voire à un continent, mais qui devrait s'appliquer au niveau mondial. Sur l'application, évidemment, il y a des difficultés politiques non négligeables, vous imaginez, avoir ce genre de taxation du capital. Mais permettez-moi d'aller sur quelques nouvelles plus positives. D'abord, le taux d'alphabétisation. On en parle trop peu, il y a encore des points à améliorer, mais on est passé de 55% d'analphabètes en 1950 à moins de 20% aujourd'hui dans le monde. Donc qu'il s'agisse de l'Europe, mais aussi de l'Asie, de l'Afrique, le taux d'alphabétisation s'est très fortement amélioré. Autre point positif, dont on parle très peu, c'est l'espérance de vie. L'espérance de vie a doublé en 150 ans. Donc si vous prenez en quelques générations, les progrès dans l'espérance de vie sont remarquables. Dans l'Union européenne, la tuberculose, le choléra et d'autres maladies sont devenues presque anecdotiques, on n'en parle plus, alors qu'elles étaient le quotidien de milliers, si pas de millions de personnes, jusqu'il y a quelques décennies. Tout cela, évidemment, grâce à la science et la technologie. Je pense que les progrès dans le domaine des antibiotiques, des vaccins, de la radiographie, par exemple, ont fait des progrès considérables, mais aussi, on ne le souligne pas assez souvent, grâce aux progrès socio-économiques. Le simple fait d'avoir de l'eau propre, d'avoir des conditions de vie meilleures, notamment dans le bâtiment, évite énormément de maladies et permet une espérance de vie qui est passée, prenons uniquement les chiffres de l'Europe, si à la fin des années 50, l'espérance de vie était de moins de 70 ans, aujourd'hui, elle est de plus de 80 ans. Donc on voit qu'il y a des éléments positifs aussi, il y a des sources d'inquiétude dans la financiarisation de l'économie, dans le changement climatique, dans les inégalités, mais aussi des points positifs. Taux d'alphabétisation, meilleure qualité de vie et espérance de vie nettement plus longue. Que peut-on espérer de mieux pour l'homme qu'avoir une vie plus longue et en meilleure santé? Les risques ont changé. Si on prend ce graphique de l'Organisation mondiale de la santé, on voit que les risques traditionnels, que l'on qualifie de traditionnels, la malnutrition, la pollution de l'air, les questions d'hygiène, ont fortement baissé. Par contre, les facteurs modernes, les risques modernes, comme le tabac, l'inactivité physique, l'obésité, sont devenus prédominants. Aujourd'hui, d'après l'Organisation mondiale de la santé, il y a plus de morts prématurées dues à l'obésité que la faim. Science et société. J'aime beaucoup cette phrase de Giambattista Vico, ce philosophe, qui disait que l'art et la science sont les plus hautes expressions de l'activité humaine. Je pense que beaucoup de personnes qui se rendent à l'Académie des sciences presque quotidiennement partagent cette idée. Si on parle de l'interface entre l'homme et la technologie, je pense qu'il faut aussi faire référence à la relation entre l'homme et la nature. Il y a d'un côté ce que j'appellerais les jardiniers de la Terre, qui respectent la Terre, et de l'autre côté, ce que j'appellerais les sharks of the planet, les requins de la planète. Et donc cette relation entre respect et l'exploitation, on est toujours d'une façon ambivalente, on vit cette réalité de façon ambivalente. De la même façon, on a tendance parfois à séparer les sciences sociales humaines des sciences de l'ingénieur. Et lorsque vous achetez une voiture, lorsque vous achetez un téléphone, est-ce que vous donnez plus d'importance au design
de la voiture ou à la consommation, à l'efficacité du moteur à combustion interne. En fait, il n'y a rien de plus humain que l'esthétique. Nous avons tous une esthétique différente et il n'y a rien de plus pragmatique que combien de litres par 100 km votre voiture consomme-t-elle. Et donc, il y a ce lien, je pense, entre sciences humaines et ingénierie qui est extrêmement importante. Et puis, les habitudes sociales et les développements technologiques. Lorsque vous utilisez un ordinateur, un nouvel outil informatique, une nouvelle application, est-ce que vous donnez plus d'importance au côté amical, le user-friendly de cette application, ou bien la capacité, la rapidité, l'efficacité du système opérationnel? Et donc là aussi, c'est une question de design, c'est une question de goût, une question de couleur, une question d'esthétique, et puis c'est une question pratique. Je pense que le concept de mens et manus est particulièrement pertinent. Je vous parlais tout à l'heure de ces fenêtres, de ces Velux pour regarder la Terre. Alors ici, vous avez évidemment Michel-Ange à la chapelle Sixtine. Vous avez le pape François qui était à Strasbourg aujourd'hui. Il a parlé de Raphaël, moi je vous parle de Michel-Ange. Et l'autre image qu'on peut avoir, c'est celle où finalement, est-ce que c'est l'homme qui veut devenir Dieu ou est-ce que c'est la machine qui remplace l'homme? D'où quelques questions que je vais me permettre d'illustrer. D'abord, aujourd'hui, les scientifiques, plus qu'auparavant, sont engagés dans le débat social. Qu'il s'agisse de l'ADN, des OGM, du nucléaire, des infrastructures de transport, des pesticides ou des antibiotiques ou du geoengineering, aujourd'hui, les scientifiques se retrouvent à 8h30 au journal télévisé. Ce qui n'était pas le cas il y a une trentaine, quarantaine d'années, ou en tout cas beaucoup moins. Aujourd'hui, le scientifique n'est plus du tout sur sa tour d'ivoire, dans son académie, mais il est confronté à la réalité sociale, au débat. Les journalistes peuvent les cuisiner, comme on dit en français, sur des thèmes très pointus. Le geoengineering, on en parle beaucoup plus aux États-Unis qu'ici, en Europe. En Europe, lorsque vous parlez de geoengineering, c'est par exemple, je donne l'exemple de la fertilisation des océans pour induire une croissance de phytoplancton et absorber donc plus de CO2, c'est quelque chose qui est communément accepté aux États-Unis. C'est le genre d'option dont on peut parler, c'est politiquement correct. J'ai eu des réunions avec des collègues de l'environnement où le seul terme de geoengineering, vous voyez les crispations sur les visages, vous voyez les personnes qui commencent à remuer dans tous les sens. Donc en Europe, on a cette sensibilité parfois extrêmement, certains diront trop précautionneuse, sur le développement technologique. Quelques questions sur la crédibilité de la science. La science n'est pas toujours neutre et fiable. Il y a des perspectives scientifiques conflictuelles sur le même problème. La Belgique connaît actuellement un débat assez animé, ce n'est pas nouveau, mais depuis une vingtaine d'années, sur le nucléaire, par exemple. Et puis, aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent de mettre en discussion la science. Lors des débats politiques ou lors des débats scientifiques, vous pouvez immédiatement contrôler, pratiquement sur Google, aller voir si les chiffres qui sont donnés sont corrects ou non. Donc vous avez ce qu'on appelle dans le jargon parfois la open science, où on peut directement mettre en doute, mettre en question le travail du scientifique. Il y a la question de la confiance, de l'indépendance et de la transparence. Un économiste américain, Mansky, a traité de cette question de science et de politique, où il dit que les logiques, évidemment, sont tout à fait différentes. D'un côté, c'est l'inférence qui prévaut dans la science, donc on part des hypothèses et de données pour conclure, alors que le politique fait de l'advocacy. Les politiques font un peu, essayent de défendre donc ils parlent juste de l'opposé, ils parlent des conclusions qu'ils veulent défendre, et puis ils essayent de donner des données et des hypothèses. Les moyens sont différents aussi, l'évaluation, la façon dont on convainc les gens, et le time frame est aussi très différent. Le scientifique, je dirais, peut se permettre, même en 2014, d'analyser les données en détail. Il a le temps de le faire, alors que le ministre ou le président, le soir même d'un événement, est interviewé et doit directement répondre. Donc ce sont des timings extrêmement différents. La révolution de la connaissance, je dis souvent, Diderot et d'Alembert, s'ils vivaient aujourd'hui, c'est leur rêve qui s'est réalisé. Aujourd'hui, ils ont pratiquement la connaissance, l'encyclopédie, la connaissance encyclopédique est au bout des doigts. Sur votre clavier, sur votre écran, vous pouvez directement avoir la réponse à vos questions. Certains parlent de la fin de la civilisation, et en tout cas la fin des librairies, avec une concentration de la connaissance dans plusieurs, mais seulement peu de places.
Donc ici, c'est un travail qu'on avait mené avec des chercheurs en prospective qui montre que les grands centres de connaissances, en réalité, sont très semblables depuis le Moyen-Âge. Vous avez les mêmes lieux de connaissances depuis le Moyen-Âge. Donc vous avez, autour de Londres, autour du Benelux, Paris, cette partie de l'Allemagne et un peu le nord de l'Italie. Donc c'est ce qu'on appelait les fameuses bananes de la connaissance, dont certains d'entre vous ont entendu parler. Mais les relations qu'aujourd'hui entretiennent les professeurs et les étudiants, le docteur et son patient, le député et le citoyen sont différentes. Parce que l'étudiant, le patient, le citoyen peuvent remettre en question un savoir qui avant semblait inné. Lorsqu'on parle d'innovation, on connaît tous les innovations de produits, c'est les smartphones, les innovations de procédés. Pensez au code barre, la transformation pour des grandes organisations d'avoir ces codes barres. Vous savez exactement où se trouve votre ordinateur, vous savez pratiquement où se trouve votre bic. J'ai regardé dans certaines organisations, les stylos à plumes, les bics, les crayons ont un code barre pour savoir qui a le crayon à ce moment-là. Puis vous avez les innovations de marketing. Anciennement, on ne mangeait pas de la Nutella à 11 h le soir. Aujourd'hui, par contre, avec une innovation de marketing, vous mangez de la Nutella à 11 h du soir. Donc on mange le même produit, mais d'une façon différente. Puis vous avez les innovations d'organisation. Pendant des décennies, dans le secteur automobile, les ouvriers à 45 ans souffraient de maux de dos terribles. Et qu'est-ce qu'on a fait comme innovation organisationnelle? On a levé simplement la chaîne de montage pour que l'homme ne doive plus se baisser et n'ait plus de maux de dos à 45 ans. Et puis, j'insisterai beaucoup sur l'innovation sociale. On me dit souvent, mais où est la force de l'Europe? La force de l'Europe, je pense, est beaucoup dans l'innovation sociale. Le crowdfunding est un exemple où on peut profiter de l'Internet pour exploiter, pour utiliser les fonds privés dans le monde entier. On parle aussi souvent d'écosystème de l'innovation. J'aime beaucoup cette expression d'écosystème, innovation ecosystem. On a tenté de reproduire la Silicon Valley dans beaucoup d'endroits du monde. Et ça ne marche que très rarement. Pourquoi? Parce qu'il faut non seulement, il vous faut des gens qualifiés, il vous faut un très bon niveau d'éducation, mais il vous faut aussi un état de droit, une protection de droits de propriété intellectuelle, il vous faut de l'entrepreneuriat, il vous faut de l'imagination et de la créativité. Et cela ne se commande pas top-down. Ce n'est pas du haut vers le bas, on dit dorénavant, citoyens, citoyennes, soyez créatifs. Quelques mots sur la relation entre l'homme et la technologie. Il y a de plus en plus de personnes qui parlent du transhumanisme. Alors, certains d'entre vous ont déjà des couronnes dans les dents, certains ont peut-être un implant, quelque part, une prothèse dans le genou ou à la cheville. De plus en plus, on parle vraiment de transhumanisme, où on parle aussi de human enhancement, l'amélioration de l'humain. Là aussi, c'est un mot qui fait peur, en tout cas à nous, Européens, human enhancement, donc on touche aux créatures humaines. Donc parfois, c'est formidable. Vous voyez cette dame qui a perdu son bras lors d'un accident, qui se retrouve avec un implant bionique. Ça lui donne l'opportunité d'écrire. C'est le plus formidable. Et puis, vous avez des choses qui posent quand même plus de questions, notamment si on parle d'implants dans le cerveau. On commence à en parler, notamment avec le développement des nanotechnologies, de la médecine, des questions de cognitive science, de sciences cognitives, des implants dans le cerveau, ça fait un peu plus peur. Et puis, récemment, vous avez eu en Corée, je pense, des implants, des transplantations de cœurs de cochons chez des babouins. La question, c'est tout de suite, est-ce que demain, on aura ces transplantations, donc un cœur de porc dans l'humain? Et là, c'est des questions, évidemment, qui font tout de suite très peur. Des acronymes qu'on utilise souvent, c'est le BANG, Bits, Atoms, Neurons, Genes. Ça, c'est les nouvelles tendances. On parle aussi de NBIC, Nanotechnology, Biotechnology, Informatics and Cognitive Sciences. Et donc là aussi, c'est la convergence de ces différentes technologies qui sont reliées entre elles et qui permettent effectivement des progrès faramineux. L'Internet des objets, mes collègues de la DG Connect, Société de l'information, en parlent beaucoup. Et donc, c'est quelque chose de formidable. Si vous avez demain, avec une société vieillissante, et c'est ce qu'on vit par exemple en Europe, au Japon, mais dans d'autres parties du monde aussi, si vous savez que 90% des accidents de voiture ne sont pas dus à la technique, mais sont des accidents dus à des erreurs humaines, ici c'est des chiffres que je prends par exemple de Google et de Bosch, ils vous montrent qu'il y a un potentiel énorme de progrès. Combien de vies sauvées, combien de blessés en moins sur nos routes grâce à ces technologies.
L'impression en 3 dimensions, producing everything everywhere, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus, mais qui devient assez réaliste aujourd'hui. On parle de certaines imprimantes en 3D qui démarrent à 200 €, jusqu'évidemment plusieurs millions d'euros, mais les plus basiques, avec des matériaux très simples, ça peut effectivement changer. Prenez le secteur de la joaillerie, je ne dis pas la joaillerie de grand luxe, mais des artifices non originales, vous avez la possibilité de faire énormément de choses. J'ai trouvé comme expression « from Gutenberg to Zuckerberg and downloading things ». On peut télécharger des choses. Et je pense que là aussi, c'est quelque chose de nouveau, notamment avec peut-être la possibilité de rapatrier certaines productions au niveau local, dont l'Europe a aussi tellement besoin. Ici, j'ai pris cette photo de Kasparov. Vous savez, quand Kasparov jouait contre la machine, il ne joue plus jamais. Il ne joue plus jamais aux échecs contre la machine, parce qu'il a perdu. Et lorsque l'homme perd contre l'intelligence artificielle, vous avez cette intelligence artificielle qui peut être beaucoup plus rapide et même qui peut dépasser l'intelligence humaine. La robotique est quelque chose... Vous voyez ce petit bonhomme de Honda que l'on voit souvent à la télévision, c'est Asimov. Donc le mot original, c'était Asimov, qui était ce russe américain qui a écrit des livres de science-fiction, qui était un scientifique. Et le mot rabo, en slave, veut dire corvée. C'est une tâche, c'est quelque chose de pénible. Aujourd'hui, on pense souvent que le robot fait des choses passionnantes, mais au départ, l'idée de rabo, en slave, c'était vraiment faire les tâches les plus répétitives, les plus douloureuses, les plus pénibles, les plus embêtantes. Et donc lui avait déjà prévu ces fameuses lois, les lois d'Asimov, qui sont notamment que le robot ne peut pas provoquer, ne peut pas faire mal, doit être soumis, entre guillemets, à l'homme. Il doit écouter, il doit obéir à l'homme. Les technologies mobiles, on parle beaucoup donc du rapetissement de ces technologies, les nanotech, les chips. Évidemment, on a aussi une croissance de la population. Les Nations Unies pensaient jusqu'il y a 1 an qu'on allait avoir un plateau de la population à 9 milliards. De plus en plus, les collègues qui s'occupent de démographie aux Nations Unies parlent de 11 milliards d'hommes, de femmes à la fin du XXIe siècle. Des technologies de plus en plus personnalisées, toujours plus connectées aux utilisateurs. Et puis, c'est l'innovation et l'intégration dans des PC, dans des tablettes, qui sont extrêmement importantes. La question des big data et des comportements. Souvent, quand on pense de big data, on pense à ce qu'on met sur Facebook ou sur Twitter. En réalité, les spécialistes des big data vous disent non, ça, ce n'est pas ce que vous êtes réellement, c'est ce que vous voudriez être. Donc moi, j'ai des amis qui sont sur Facebook, vous les voyez en tenue sportive, et je ne les ai jamais vus sur un terrain de football ou sur un vélo ou à cheval, mais ils sont dans une tenue pour montrer, en fait, ce que vous disent les gens des big data. Ce qui est important, c'est votre transaction financière, c'est votre relevé de carte Visa. Qu'est-ce que vous avez dépensé effectivement? Où vous avez été mangé? Où vous avez voyagé? Qu'est-ce que vous avez acheté? Ça sont les data qui ont une valeur. Les autres, c'est ce que vous voudriez être, ce ne sont pas des data essentiels. Et donc, évidemment, on peut essayer de prévoir nos habitudes. L'homme est un animal d'habitude. Pour ceux qui ont l'occasion de faire leur shopping sur Internet, vous voyez que vos listes de courses sont pratiquement les mêmes. Systématiquement, chaque semaine, vous changez 2-3 produits, mais sur les cinquantaines de produits, ce sont les mêmes que vous mangez, que vous utilisez. Il y a des questions évidemment légales très importantes, notamment sur la privacy et sur la propriété. Avec tout le débat de sécurité ou transparence. D'un côté, tout le monde parle de transparence, il faut qu'on puisse savoir, on puisse tout voir. Et j'en parlais tout à l'heure avec M. De Scoutet de la question en diplomatie, par exemple. Il faut une certaine transparence, mais il faut aussi à un moment donné des endroits de négociation qui soient sans doute plus clos. Alors le philosophe Hans Jonas parlait du dieu grec qui avait volé le savoir divin, Prométhée, le Prométhée définitivement déchaîné, auquel la science confère les forces jamais encore connues, réclame une éthique qui empêche le pouvoir de l'homme de devenir une malédiction pour l'homme. Et je pense que ça, c'est particulièrement approprié lorsqu'on parle de la relation entre l'homme et la technologie. Quelques mots sur la connaissance et les disciplines. On a 2 grands modes de production de la connaissance. Le mode classique, qu'a bien relevé Helga Novotny, qui était la première présidente du Conseil européen de la recherche, qui parlait du monopole académique sur la production de la connaissance, qui était discipline-based, et puis elle avait mis en valeur la co-production of knowledge, donc une coproduction de la connaissance
qui est orientée sur les problèmes et qui est par nature transdisciplinaire, qui ont des impacts positifs aussi sur l'économie et la société, et qui sont évidemment plus probables, ces impacts auront plus d'impact, ces impacts seront plus importants s'il y a cette transdisciplinarité. Donc aujourd'hui, on sait que la plupart des académiques, leur promotion est faite sur base des top journals publications, des publications dans les meilleurs journaux, mais de plus en plus, cette question est remise en cause, notamment par l'open access. Aujourd'hui, lorsque les scientifiques travaillent, dans la plupart maintenant des pays européens, doivent aussi, ont un rôle d'accès libre aux connaissances. Un point important dont on ne traite pas assez souvent peut-être en Europe, parce que ça fait un peu peur de nouveau, la technologie, c'est la connaissance civile et militaire, tout ce qu'on appelle les technologies duales. Et donc là aussi en Europe, on a cette idée où on préfère toujours rester du côté civil, alors que les Américains n'ont aucun complexe à dire que leurs panneaux photovoltaïques que l'on retrouve maintenant sur les toits européens ou sur les toits japonais ont été fabriqués, développés, produits par les ingénieurs de la NASA pour des applications spatiales. Nucléaire, la bactériologie, l'espace, l'énergie, les matériaux, l'Internet, GPS, sont toutes des technologies qui au départ ont une source militaire. La conscience, la nature et l'évolution, la conscience et la tolérance. Il y avait Rabelais qui parlait de la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Plus tard, Voltaire parlait d'éveiller les consciences. Teilhard de Chardin disait que plus le monde se complexifie, plus il faut de la science et de l'éthique. Et nous avons aussi dans le domaine de l'environnement, von Humboldt parlait de l'interaction entre les forces de la nature, entre l'environnement géographique, végétal et animal, et Charles Darwin et Wallace qui parlaient de la struggle for life, la lutte pour la vie. Alors, les disciplines sont un concept qui évolue. Je donne souvent l'exemple, si Léonard de Vinci avait 18 ans aujourd'hui, habitant Bruxelles, il devait s'inscrire à l'ULB, à l'UCL ou ailleurs. Dans quelle faculté il irait s'inscrire? Est-ce qu'il irait en ingénierie? Est-ce qu'il irait en architecture? Est-ce qu'il irait dans des travaux plus manuels, devenir un ébéniste de grande qualité, un sculpteur dans les fine arts? Donc aujourd'hui, ces disciplines ont souvent la tendance à limiter la connaissance. Quelle est la meilleure discipline pour traiter des questions de nano, bio, ICT and cognitive science? Est-ce que la psychologie fait-elle partie des sciences médicales ou des sciences sociales? Où se trouve la frontière entre la chimie et la physique? Lorsqu'on parle par exemple de biologie moléculaire, on se trouve à la frontière de ces disciplines. Est-ce que les études européennes sont parfois maintenant considérées comme une nouvelle faculté? Est-ce que l'architecture est un art ou est-ce une science? Si vous êtes en Espagne, vous êtes un ingénieur. Si vous êtes en Italie, vous êtes un artiste. Donc selon les pays, selon les traditions, vous avez des conceptions différentes. Sans parler des amis géographes, qui tantôt sont considérés comme art science, comme des sciences naturelles, des sciences dures, et parfois sont considérés comme étant des penseurs des sciences sociales. Alors il y a une belle distinction entre multi, inter, transdisciplinarité. Je vous donnerai simplement l'exemple. Si vous voulez écrire un livre multidisciplinaire, vous demandez à un ingénieur, vous demandez à un économiste, un historien, d'écrire un chapitre. Chacun écrit un chapitre et vous avez un livre multidisciplinaire par excellence. Si vous voulez un livre interdisciplinaire, vous essayez de faire une belle introduction qui essaye de connecter les histoires. L'histoire de l'ingénieur, de l'économiste, de l'historien. Et puis le transdisciplinaire, c'est sans doute cela qui est le plus difficile, mais c'est ce qui correspond le mieux à la réalité. Je vous donne l'exemple de votre voiture, où le design et le moteur à combustion, le smartphone, où la couleur, l'écran, le user-friendliness est à connecter avec la capacité du système opérationnel. Il faut une integrated story, il faut une histoire intégrée. On a beaucoup d'exemples, j'aime beaucoup l'exemple de l'économie. Beaucoup de grands prix Nobel d'économie avaient plusieurs diplômes et n'étaient pas seulement économistes. Adam Smith était économiste et philosophe, John Nash est économiste et mathématicien, Sen est économiste et philosophe, Kahneman, économiste et psychologue. Donc on voit que dans beaucoup de disciplines, ceux qui font les avancées, le frontier research, qui sont au top de la connaissance, souvent allient une ou deux disciplines. Peut-être l'étroitesse de certaines disciplines, lorsque on a parlé des scientifiques, et on les a mis, je vous disais, dans une tour d'ivoire, le travail est devenu de plus en plus technique, et avec le péril de l'over-specialization. Pour ceux qui ont dû consulter pour une raison ou l'autre la médecine, en Belgique par exemple,
très souvent, on vous envoie, si vous avez vraiment mal au dos, vous passez d'une spécialité à l'autre, et alors on vous renvoie d'un spécialiste à l'autre. Ce qui est extrêmement difficile, et vous avez très souvent, le généraliste, c'est celui le plus important qui manque dans cette courroie de la santé. J'ai essayé de trouver une phrase que je pourrais peut-être mettre un jour sur ma tombe, sur ma vie, la transdisciplinarité appliquée à ma vie. Et alors j'ai trouvé l'amour de la lettre et la force du chiffre. Je trouve que c'est une phrase qui concilie bien l'amour de la lettre. On peut aimer le roman, la poésie, mais on se rend compte que souvent un chiffre est plus fort qu'un grand texte. En anglais, j'ai traduit ça par « The enchanting of words and the power of numbers ». Et lorsque je dis ça, je pense à la science et la technique, l'aspect, les dangers et aussi le potentiel, donc le négatif et le positif. Ça, c'est le visage que j'ai trouvé sur un site web. C'est un enfant, vous voyez, je ne sais pas si mon fils est comme ça devant son téléphone, parfois, il doit faire attention. Et puis de l'autre, des personnes âgées qui peuvent avoir des services auxquels elles ne pensaient même pas, grâce à des écrans de grande taille. Et donc Stiglitz parlait d'une creating a learning society, où effectivement, si on a le souci d'apprendre, on peut bénéficier largement de ces technologies. Quelques mots sur la science et la technologie et le développement économique. C'est extrêmement difficile de mesurer l'impact de la recherche et de l'innovation sur le développement économique. Plusieurs scientifiques, plusieurs académiques, économistes s'y sont attelés. Je prendrai juste ici un graphique qu'a fait un professeur de la Sorbonne, Paul Zagamé, qui a montré qu'on a eu une grande crise, donc ça c'est le PIB européen. Avec la crise 2008, on a eu un grand gap. Si on investissait plus en recherche et innovation, on pourrait non pas rattraper ce qu'on a perdu avec la crise, mais une partie du gap pourrait être comblée grâce à la recherche et l'innovation. Notamment, c'est ce qu'on appelle l'effet de levier intersectoriel, international, qui permet de développer la croissance dans les nouvelles technologies et le développement économique. Alors, la valeur de la science, qu'est-ce que la valeur de la science aujourd'hui? La valeur de la science et de la recherche est souvent mesurée en nombre de brevets, en nombre de publications, éventuellement le PIB généré par l'effet de levier, le leverage effect. Mais Lux Soet, qui est un professeur de Maastricht, dit que la science doit être considérée aussi avec son désir de rendre la vie meilleure, de mieux comprendre la vie, la Terre et les humains. C'est quelque chose qui dépasse très souvent notre entendement quotidien. Moi, il y a un mot, le mécénat, c'est quelque chose de très difficile à traduire. Les Anglais traduisent ça par sponsorship. Mais le mot sponsorship est très différent que l'idée de mécénat. L'idée de mécénat, c'était un général romain qui avait bien travaillé. Pour un général, c'est toujours délicat de dire travailler, mais qui avait décidé d'aider les artistes. Et lorsque vous aidez, et plus tard, ce sera le cas de toute la Renaissance italienne, où il y avait des mécènes, Laurent le Magnifique et bien d'autres, qui permettent d'avoir des grandes œuvres d'art. Et je pense que souvent, on a tendance à évaluer la recherche, parfois comme des auditeurs. Dans notre jargon, on dit combien de person months ont été utilisés pour tel délivrable. Et je pense qu'il faut cette composante audit quotidienne, mais il faut aussi penser à la formation, penser à l'apport de la science. Je dis souvent, que serait l'Italie sans Dante, que serait l'Allemagne sans Goethe? Et ce sont des gens qui ou bien avaient la chance d'avoir la famille, le support financier de la famille, ou bien avaient des mécènes. Et je pense que certaines autorités publiques doivent bien équilibrer ce travail dans l'évaluation de la recherche et de l'innovation entre l'audit, la culture de l'audit, combien de personnes, mois, combien de jours ont été nécessaires pour tel délivrable, et l'autre, le mécénat. Schumpeter, qui était ce très bon économiste autrichien qui a été très connu aux États-Unis, parle de la destruction créatrice. Alors le mot fait peur. Je me souviens quand j'avais utilisé le mot, à l'époque c'était pour le commissaire Busquin, quelqu'un du cabinet m'a dit non, on n'utilise pas le terme parce que tout le monde ne va retenir de ce mot que le mot destruction. Et ce n'est pas ce que le commissaire veut faire passer. Donc l'idée de destruction créatrice, c'est vraiment essentiel pour comprendre comment l'introduction de nouveaux biens, nouvelles méthodes de production, l'ouverture de nouveaux marchés, la conquête de nouvelles sources d'approvisionnement peuvent effectivement développer une nouvelle organisation, une nouvelle industrie. Quand on voit, ça c'est un graphique que j'ai pris d'un think tank bruxellois, Bruegel, qui parle des effets d'agglomération. Les effets d'agglomération, c'est dire, là où il y a de la connaissance attire la connaissance.
Et si vous prenez les chiffres, par exemple, des grants de l'ERC, du Conseil européen de la recherche, vous voyez que ce sont les meilleures universités qui attirent le plus. Ça va de soi. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure avec les technopoles, on a eu des exemples. La Silicon Valley, il n'est pas facile de la reproduire parce que vous avez besoin non seulement de gens éduqués, non seulement d'entrepreneuriat, non seulement un état de droit, non seulement de l'imagination et de la créativité qui sont difficiles à stimuler par le dessus. Alors, il y a un capital, le capital physique et le capital humain. Le capital physique, il est assez facilement mesurable. On le retrouve, on peut le mesurer facilement. On a aussi des questions d'effets d'agglomération, comme je mentionnais il y a quelques minutes. Et puis, il y a des tendances qui ont tendance à se renforcer. Je dis souvent, on ne prête qu'aux riches, c'est une expression. Et j'ajoute, et aux pauvres, on donne, effectivement. Mais lorsqu'on ne prête qu'aux riches, l'expression elle-même, on ne prête qu'aux riches, ça dit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que lorsque quelqu'un est riche, il peut emprunter et il rendra probablement l'argent. Et donc, toutes ces questions d'agglomération ont changé drastiquement en moins de 50 ans. Et alors, on est passé, je donne l'exemple de Détroit à la Silicon Valley, on est passé de Charleroi à Louvain-la-Neuve et à Bangalore et à Shanghai. Donc, ce sont des lieux qui, petit à petit, deviennent des centres d'excellence et attirent l'excellence. La société humaine, on est passé, il y a plusieurs centaines de milliers d'années, où la seule connaissance se transmettait par des vocales, par des mots. On est passé au symbole, au dessin, à l'écriture. On est arrivé à l'impression. Et puis finalement, l'éducation de masse au 19e et 20e siècle. Et puis aujourd'hui, l'interconnectivité quasi totale et simultanée. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais connu. Donc c'est un savoir qui est disponible partout dans le monde et à tout moment. Lorsqu'on fait de la prospective, il est très difficile de dire de quoi sera fait le lendemain. On avait fait un exercice pour regarder en 2100. Ce qui ne changera probablement pas, c'est les jours et les nuits. Un jour et une nuit, ce sera 24 heures. Que vont faire les gens au cours des 24 heures? Vous voyez d'abord ici dans ce graphique que la part du travail, on pense souvent que toute la vie n'est que travail. Regardez la proportion de temps que vous consacrez au travail. Aujourd'hui, en 2000. Vous voyez que c'est une petite portion, à peu près 10%. Vous dites, mais beaucoup plus. Mais si vous pensez que votre vie, vous n'avez pas commencé à travailler à la naissance, vous ne travaillerez probablement pas à 65 ans. En général, la nuit, certains travaillent, mais d'autres dorment. Donc, si vous considérez tout ça, vous travaillez grosso modo. La première fois que j'ai vu ça, je n'y croyais pas. Je dis non, mais c'est une erreur dans vos chiffres. Vous êtes trompé. Mais il y a ce qui prend de plus en plus de place, c'est ce qu'on appelle le self-accomplishment. On voit que la façon, aujourd'hui, si vous lisez un article de journal dans une société de services, aujourd'hui, les 3/4 de l'économie européenne, c'est une société de services, où vous avez besoin d'informations, que ce soit dans le tourisme, que ce soit dans l'administration, que ce soit dans le business, dans le commerce, vous avez besoin de savoir ce que vos clients veulent acheter, ce que les consommateurs ont besoin. Et donc, la partie de self-accomplishment, vous voyez qu'elle augmente énormément, elle double pratiquement à l'horizon de la fin du siècle. Ce qui reste relativement stable, c'est le sheltering, c'est ce que vous faites, c'est vous occuper de la maison finalement, c'est l'idée de cocon. Et puis la part de l'alimentation, consacrée à l'alimentation, vous voyez, baisse dans le monde entier, ce sont des chiffres pour le monde. Vous voyez que la part, on mange de plus en plus des plats pré-cuits, préfabriqués, avec toutes les conséquences sur l'obésité et sur la santé, mais qui ferait l'objet peut-être d'une autre réunion. Mais donc on voit que la partie self-accomplishment, lorsque vos besoins de base sont, vous n'avez plus faim, vous n'avez plus soif, vous avez un logement, vous avez de l'électricité, vous vivez confortablement bien, ce qui vous réjouit, c'est le self-accomplishment, c'est quelque chose qui deviendra de plus en plus important. Dans les composantes de la connaissance, j'ai pris ça de Thomas Davenport, un auteur américain, qui dit que dans les composantes de la connaissance, vous avez évidemment la technologie, vous avez les procédés, mais ce qui est le plus important, c'est les gens. Donc 70% de la connaissance provient des attitudes, du partage des gens, de l'esprit d'équipe, de la motivation, de l'organisation, de la vision, des objectifs. Alors que finalement, la technologie et les procédés, là où on a tendance, au niveau de la recherche et l'innovation, à mettre l'accent en disant c'est ça qui va transformer le monde, en réalité, on voit que certains académiques, en tout cas, nous montrent que ce n'est pas seulement la technologie et les procédés qui importent. Alors, on me dit, mais quel pourrait être le futur de l'Europe dans ce débat? J'avais écrit un article qui a été publié dans un quotidien belge il y a 2-3 ans, et je parlais de l'Europe comme un hub de l'innovation.
je ne crois pas tellement au brain drain, à cette idée, la fuite des cerveaux, et je ne crois pas non plus à cette guerre des talents dont on parle parfois. Je pense que l'Europe, si elle veut agir dans un domaine particulier, c'est essayer de devenir un hub de l'innovation, où les meilleurs chercheurs du monde entier viendraient pour différentes raisons en Europe. Ça peut être pour le niveau d'éducation, ça peut être pour les soins de santé, ça peut être pour la beauté des paysages. Il y a énormément de raisons qui font que l'Europe pourrait être un hub de l'innovation. Et dans cela, il y a un grand débat toujours entre Science, Technology, Engineering and Mathematics and Social Science and Humanities. Et je pense qu'il faut avoir ces deux composantes, ces deux branches du même arbre pour attirer les meilleurs chercheurs. Il faut une qualité de vie, un welfare qui n'est pas seulement technologique. Mais on a besoin évidemment aussi d'être au top, au niveau technique dans ce domaine. Alors mes conclusions, vous avez compris que dans tout mon exposé, j'ai essayé de relever que les technologies étaient faites pour le meilleur et pour le pire, et la difficulté d'anticiper. Rappelez-vous Malthus. Malthus était convaincu qu'on n'aurait jamais assez d'alimentation pour nourrir les hommes. Donc ça, c'était son essai sur le principe de la population. Il s'est complètement trompé. Si vous prenez le rapport Meadows, que j'ai lu et que j'ai beaucoup apprécié, rappelez-vous, c'était le Meadows Report du Club de Rome, avec Aurelio Peccei, donc qui a lancé The Club of Rome. D'après eux, en 2000, on n'aurait plus une goutte de pétrole. En 2002, le baril de pétrole valait 10 dollars le baril. Je vois des collègues, je suis certain qu'on aura une belle discussion là-dessus, mais si je partage la philosophie notamment du Club de Rome sur la nécessité d'une utilisation rationnelle de l'énergie, une meilleure utilisation, une moins grande exploitation, je pense qu'il faut aussi se rendre compte de la sous-estimation du progrès technologique. C'est quelque chose d'extrêmement difficile à anticiper. Lorsque j'ai commencé à travailler, je vois M. Andret à l'énergie, avec Andret, avec Valette sur l'énergie, à l'époque, donc c'était en 1997, les ingénieurs, les meilleurs géologues et ingénieurs de l'Institut français du pétrole étaient très fiers de dire on va peut-être arriver à 1800 mètres de profondeur pour pomper le pétrole. Et donc c'était une grande fierté, c'était une grande percée. Aujourd'hui, dans pratiquement tous les puits pétroliers, on arrive à 3000 mètres sans trop de problèmes. Donc le progrès, et je ne vous parle pas des gaz de schiste ou d'autres technologies, mais en tout cas, ce qui est très difficile, mon message, c'est que si je partage les valeurs, le message, par exemple de Meadows Report, je pense que l'anticipation du progrès technologique a toujours été erronée et l'histoire nous montre qu'on a souvent sous-estimé le progrès technologique. Parfois, on a surestimé le progrès technologique. Rappelez-vous, avec le printemps arabe, tout ce qu'on disait sur Facebook. Facebook a permis le printemps arabe, la démocratisation du monde arabe. Et puis, c'est l'image que vous avez trouvée aussi sur Facebook un peu plus tard, c'est Kadhafi qui était pris à coups de pied avec la même technologie. Donc, on utilisait les smartphones, on utilisait les réseaux sociaux pour le meilleur et pour le pire. Je pense que ces deux images sont assez illustratives de la réalité. Quelques conclusions sur la question de l'individu et de la co-création. On a un double mouvement en Europe, mais ça s'applique aussi à d'autres régions du monde. On a ce fameux NIMBY and Banana. Donc NIMBY, c'est Not in my backyard. On ne veut pas d'infrastructure électrique, on ne veut pas de TGV, on ne veut pas d'infrastructure. Banana, c'est, je dirais, un peu le côté fanatique des NIMBY. Build absolutely nothing anywhere near anybody. Donc ça, c'est vraiment rien, rien, rien. Et de l'autre côté, on a le KEFA, The Knowledge Everywhere for Anybody. Donc d'un côté, on a un retour de l'individu, où l'individu ne veut plus rien de collectif. Pensez à un réseau électrique, pensez à un réseau de transport. Et puis de l'autre côté, on a cette possibilité de la connaissance qui est partout et pour tout le monde. Alors moi, puisque j'aime bien ces acronymes, NIMBY, Banana, KEFA, j'ai dit BIGOT avec un T, pas BIGOD, comme je vous montrais avec l'image de Michel-Ange. BIGOT, il faut essayer d'aller beyond GDP, essayer de mesurer la réalité au-delà du PIB, au-delà du pétrole et au-delà des investissements tangibles. On a tendance trop souvent à mesurer, j'ai pris l'exemple de ce professeur belgo-hollandais, qui parlait des tangibles, des infrastructures. La recherche doit aller au-delà de ça. Le réel et le virtuel sont souvent dans un monde flou. Ce que je suis et ce que je voudrais être, c'est l'exemple des personnes sur Facebook, ce qu'elles voudraient être et ce qu'elles sont réellement. Donc c'est la différence entre votre relevé de carte bancaire et votre photo sur Facebook. Et donc l'homme comme requin ou comme jardinier de la planète, je pense que c'est aussi un message important. Quelques éléments sur le timing.
Une des caractéristiques du monde capitaliste, c'est d'avoir géré le temps, le management of time. Lorsque les Anglais partaient dans les colonies, la première chose qu'ils faisaient, c'était mettre big clock, une grande montre pour savoir à quelle heure les trains allaient partir, à quelle heure il fallait se rendre à la fabrique. Donc cette idée de gestion du temps, c'est assez nouveau. Dans l'histoire humaine, sur les centaines de milliers d'années, c'est quoi, 200, 250 ans où on mesure le temps. Avant, le temps était donné par le jour et la nuit. C'était le soleil qui donnait la gestion. Aujourd'hui, le jour et la nuit sont complètement restructurés. Regardez parfois, faites attention, quand vous recevez un email ou un SMS, quel jour et à quelle heure il a été envoyé. À quelle heure et quel jour ce message a été envoyé. L'idée de jour et de nuit, de travail, de loisirs et de travail devient extrêmement imbriquée. J'ai écrit un article sur le flou de notre monde actuel où on retrouve cela a évidemment été accentué par les technologies de l'information. Alors le temps réel, de plus en plus, même pour la science, lorsque vous avez un accident, lorsque vous avez Fukushima, après quelques minutes, quelques heures, vous avez des scientifiques, des politiques qui sont sur des plateaux de télévision pour expliquer ce qui s'est passé. Et donc le scientifique qui a en général besoin de temps, il a besoin d'observer, d'analyser, de collecter de l'information, aujourd'hui il est mis sur le grill après quelques minutes. C'est le temps réel, le real time. Alain Minck parlait du règne de l'immédiateté et de la dictature de l'instant. Je pense que c'est une belle phrase d'Alain Minck, règne de l'immédiateté et dictature de l'instant. Il faut du temps pour transmettre la connaissance et le savoir-faire. Il n'y a plus que 2 gondoliers, 2 personnes capables de construire des gondoles à Venise. C'est un savoir-faire, construire la vraie gondole. C'est la même chose pour des travaux, et ici j'en reviens à mon mens et manus, il y a du savoir, mais aussi du savoir-faire qui prennent du temps. Il faut de l'expérience, il faut de l'observation, il faut du doigté. S'il faut des décades pour construire des infrastructures, en finance, on parle de nano-trading. Donc du nano-trading, on joue sur vraiment les millièmes de secondes pour les opérations financières. Et puis le taux d'actualisation, on parle beaucoup dans le jargon de ce discount rate, où on a toujours tendance à privilégier le présent. On assiste à des changements techno-économiques extrêmement rapides, mais des valeurs extrêmement qui requièrent énormément de temps pour changer. Donc si, pendant des années, c'était l'apanage du nazisme et du communisme d'avoir massacré autant de personnes, aujourd'hui, vous avez dans plusieurs régions du monde des massacres au nom de Dieu. Donc vous avez les valeurs qui prennent parfois des générations pour se transmettre et le changement techno-économique qui est extrêmement rapide. Alors, quelques idées pour rester dans le timing avec quelques idées orientées vers le futur. J'espère que l'Europe deviendra un hub de l'innovation. Elle ne sera pas le cœur de l'innovation. Je ne pense pas que l'Europe parviendra. Il y a tellement de pays où la technologie, où la main-d'œuvre est moins chère et disponible. Quand vous parlez avec des Chinois, vous disent, vous savez, on peut faire un smartphone, un iPhone 7 ou 8 pour moins de 50 €. On a déjà la technologie. We just have some IPR problems. C'est ce qu'ils vous disent. Lorsque les gens travaillent sur ces technologies, ils vous disent qu'ils ont juste certains problèmes de propriété intellectuelle. Mais donc, je pense que la technologie, l'innovation, cet écosystème de l'innovation, on a besoin de cela, mais l'Europe pourrait être un hub de l'innovation, faire venir les personnes en Europe. Essayer de connecter les questions de sciences et technologie aux aspirations sociales. Aujourd'hui, on est un petit peu pris dans l'étau entre une innovation qui promeut la précaution et un enfer éthique. C'est un petit peu, je vous montrais l'exemple des cochons de porc qui étaient transplantés sur des babouins. Est-ce que c'est un risque? Est-ce qu'il faut être précautionneux ou innovateur? La rationalité et l'irrationalité des acteurs. Il y a certaines choses, là aussi, on ne se penche pas assez, et peut-être certains scientifiques pourraient se mettre ensemble, des psychiatres, des psychologues, des humanistes, pour voir ce qu'est la rationalité. L'impensable n'est pas impossible, disait Blaise Pascal. La technologie peut être formidable pour supporter le vieillissement de la population. C'est une réalité qu'on a sous les yeux, que l'on vit dans la plupart de nos villes européennes. Et la technologie, je vous montrais l'exemple de la voiture, de l'Internet des objets, la voiture qui peut aller toute seule. Donc c'est des progrès faramineux qui permettent aux personnes vieillissantes de vivre convenablement et de façon beaucoup plus belle, sans doute, que ce qu'elles ne seraient sans ces technologies. Il faut réconcilier les aspects théoriques avec l'expérience. C'est quelque chose qui manque beaucoup aujourd'hui. Dans beaucoup de pays d'Europe, on a de la connaissance, on a beaucoup de docteurs, mais on n'a pas d'expérience, de personnes qui peuvent appliquer ces innovations. Alors, quelques risques
européen, les nouvelles addictions technologiques. Les addictions, c'est un terme, les addictions, où les gens deviennent accros des technologies. Le fait de mimer les Américains, American way of life. Il y a aussi une certaine tendance de la population européenne qui dit « When you buy one sweatshirt, why if you buy two, you get a third for free ?» Vous n'avez pas besoin de 3 sweatshirts, donc c'est le fait de mimer le système américain. Les selfies et l'égolaïtrie, ça c'est certaines personnes parlent de l'égolaïtrie, où on met l'individu et pas la personne en avant. Puis je trouve aussi un risque, j'ai suivi un petit peu, mon épouse étant espagnole, les indignados en Espagne. Alors j'ai regardé un petit peu sur Internet, quel est le programme, qu'est-ce qu'ils veulent? Et vous ne trouvez malheureusement rien, je ne trouvais rien. Ils sont indignados, ce sont indignados, mais sans programme alternatif. Donc il est facile, entre guillemets, de s'indigner, mais il faut proposer quelque chose d'alternatif. Il manque peut-être une utopie créatrice. C'est un oxymoron assez particulier, une utopie créatrice. Les scientifiques risquent aussi d'être dans une tour d'ivoire, et ça c'est un risque, que les scientifiques ne viennent plus sur les plateaux télévisés, de peur d'être justement cuisinés par les journalistes ou par l'opinion publique. Et puis je terminerai par ce rêve de l'immortalité. C'était la fenêtre de mon premier slide, où on voyait la lumière du ciel. Les transhumanistes pensent qu'on pourra avoir la vie éternelle. Et je vous laisserai par cette belle phrase, un peu mélancolique, c'est vrai. Si mélancolique paraisse la mort, je suis trop philosophe pour ne pas voir que le terrible serait si l'homme ne pouvait mourir jamais. Merci infiniment de votre attention.